La RS6 s'est rendue au SEMA, mais pas sans un moteur grippé. Oh non, nous sommes donc en train de la pousser hors du SEMA, et nous devons trouver un moyen de le réparer. Je n'ai aucune idée de comment faire. Imaginez que vous reconstruisiez une RS6 et que vous la fassiez voler sur plus de 8000 km à travers le monde pour une exposition de voitures. SEMA, SEMA, SEMA. Bienvenue au SEMA. Mais le moteur s'arrête quelques instants après le début du voyage. Non! C'est pas bon du tout. Eh bien, c'est ce qui nous est arrivé. Nous avons réussi à amener la voiture à l'atelier de la DDE pour l'inspecter, mais nous n'avons toujours pas trouvé la véritable cause de la panne. Oh non! Le temps passant, nous n'avons pas eu d'autre choix que de remorquer la voiture jusqu'à l'exposition, où elle a été exposée et admirée par les gens, sans qu'ils sachent que le moteur était grippé. Allez, on y va. Alors, ça a l'air d'être très sommaire, n'est-ce pas? Ouais, ça l'est. Regardez ça. Oh là là. Je vais aller de l'avant et dire que c'était une erreur de construire cette voiture. Je vais simplement le dire. La voiture de Freddy devait être ramenée à son atelier. Nous pouvions donc nous joindre à lui. Ouais! Il semble donc que nous nous dirigions vers la Floride. Et que ma voiture est arrivée à l'unité de Freddy. Commençons les réparations. Il peut sembler étrange que nous ayons emmené la voiture en Floride au lieu de la ramener chez nous pour la réparer. Mais tout s'expliquera. Pour l'instant, je meurs d'envie de savoir ce qui ne va pas avec le moteur et si nous pouvons le réparer. Jusqu'à présent, nous savons que comme nous avons retiré les bougies d'allumage et que de ce côté, l'une d'entre elles, eh bien, elle devrait normalement ressembler à ça. Elle devrait avoir un embout et celui de celle-ci a complètement disparu. L'un d'entre eux est manquant, donc il semble qu'il soit cassé pour une raison ou pour une autre. Ou qu'il s'agit potentiellement du cylindre de ce côté. L'un d'entre eux est devenu extrêmement chaud et l'a brûlé. Ce qui explique probablement pourquoi ça s'est produit plus tard. Mais il y a une chose qui est assez inexplicable. Regardez ça. Il n'y a pas de liquide de refroidissement dans le réservoir. Nous allons donc découvrir exactement où est passé ce liquide de refroidissement et comment il est arrivé là. La première étape consistera à retirer toutes les bougies d'allumage de l'autre côté du moteur. Une fois les bougies d'allumage retirées, nous allons voir si le moteur tourne. Ouais, c'est pas bon. C'est trempé. Nous ne savons pas pourquoi elle est mouillée, mais ça pourrait avoir un rapport avec le refroidisseur de charge. Si le refroidisseur de charge n'est pas étanche ou s'il est endommagé, il risque de laisser échapper de l'eau dans le moteur. Mais nous nous contentons de résoudre les problèmes un par un, et nous y reviendrons plus tard. C'est pas si grave. Oh, celle-là a l'air bien. Ouais, c'était tout simplement de l'essence. Elle est pas humide, elle a l'air pas mal. Mouillée. Ouais, ça fait même des bulles. S'il y avait du liquide de refroidissement dans les cylindres, cela pourrait empêcher le moteur de tourner. Car les pistons essaient de comprimer le liquide. Verrouillage hydraulique. Mais maintenant que nous avons retiré toutes les bougies d'allumage, les pistons devraient être en mesure de pousser tout le liquide hors du cylindre lorsque nous redémarrerons la voiture. Si on arrive à la redémarrer. Ok. Deux options. On démarre la voiture et le moteur pulvérise des quantités d'eau hors des cylindres. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter et nous découvrons comment l'eau est entrée dans les cylindres et pourquoi la bougie d'allumage a brûlé. Ou ça ne démarre pas et quelque chose est tordu ou cassé. Espérons que ce sera l'option, hein. Ouais. Prêt? Ouais. Ouais. Oh non. On va rester là un certain temps. Ce bruit est celui du démarreur qui essaie de faire tourner le moteur. Et si le moteur ne tourne pas sans bougie d'allumage, eh bien, c'est pas bon du tout. Cela signifie que quelque chose est grippé, cassé, plié, cassé. Tu l'as déjà dit. Ou grippé. Ouais, j'ai une idée. Nous avons sorti la caméra. Nous allons placer cette caméra dans le trou de la bougie d'allumage dans le cylindre. Le moteur est très mauvais. C'est pas bon. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais tout ce que ça nous a montré, c'est que c'était simplement mouillé. C'est pas trop grave. Ouais, regardez, le piston a l'air bien. Les pistons avaient l'air en bon état, mais ils étaient recouverts d'énormes taches d'eau. Il est étrange qu'il y ait du liquide de refroidissement sur chaque cylindre, ce qui me fait penser de plus en plus qu'il s'agit du refroidisseur de charge. Oh! Oh! Vous pouvez voir ici
que l'air arrive dans ces deux tuyaux. Il passe par le turbo où il crée la suralimentation. L'air sort de chaque turbo et entre dans ce refroidisseur de charge. À l'intérieur du refroidisseur de charge, il ressemble à un radiateur où circule le liquide de refroidissement. Et avec l'air qui le traverse, il devrait maintenir l'air refroidi avant qu'il n'entre dans le moteur de chaque côté. Mais si le refroidisseur de charge fuit, il peut aspirer de l'eau dans le collecteur d'admission des deux côtés du moteur, ce qui explique la présence de tout le liquide de refroidissement à cet endroit. J'allais donc sortir le refroidisseur de charge et le tester pour voir s'il fuyait. Oh! 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 L'eau y est restée. Donc, ok, si on met l'eau sous pression, il ne devrait pas y avoir de fuite. Parce que, en fait, l'eau circule donc dans ces veines ici, là, et l'air passe à travers ces veines pour maintenir la fraîcheur de l'air. Si nous mettons de l'eau sous pression à travers ce trou en y installant un tuyau, elle ne devrait ressortir que par ce trou. Et si ce n'est pas le cas, c'est de là que vient l'eau. Ah! Oh mon Dieu! Non, je pense que tout est bon. Ah, c'est pas ça, n'est-ce pas? Non, ça c'est bon. La chasse continue. Et le seul moyen de savoir ce qui s'est passé est de commencer à démonter le moteur. Je pense donc qu'il faut commencer à démonter le moteur. J'ai hâte d'y être. Je vais commencer par essayer d'accéder à l'avant du moteur, ce qui signifie que je dois démonter le pare-choc avant. Ce qui est un peu plus difficile car aujourd'hui il est équipé d'un ridicule kit GT3. Mais une fois le pare-choc avant retiré, nous pouvons commencer à démonter la barre de collision. Et une fois enlevée, nous pouvons travailler sur les radiateurs. Tout d'abord, nous allons extraire tout le gaz d'air conditionné du système. De cette façon, lorsque nous enlevons le condensateur d'air conditionné, tout le gaz d'air conditionné ne va pas s'écouler. Maintenant que tous les tuyaux sont déconnectés et que les boulons sont défaits, nous pouvons retirer l'ensemble de la partie avant de la voiture. La partie avant est enlevée. Mais toujours pas d'indice. Nous ne voyons aucun trou dans le moteur. On ne voit rien pour l'instant. Je pense qu'on va vidanger l'huile. Ça devrait nous donner quelques indices sur ce qui se passe. Je pense simplement qu'il sera plein d'eau, mais s'il est plein de métal et d'eau, ce sera très drôle pour vous. Mais ce sera nul pour moi. Oh là là! Mais où est l'huile? Là, elle arrive. J'arrive pas à le croire. J'ai jamais vu ça auparavant. Moteur très mauvais. Pour être honnête, il semble que ce moteur soit grillé. Mais nous ne pouvons pas encore être sûrs de la raison de cet incident. Nous n'avons donc plus d'autre choix que d'essayer de sortir le moteur de la voiture pour élucider ce mystère. Nous retirons l'échappement et l'arbre d'hélice, puis nous enlevons le capot. Le plan est de retirer les têtes. Donc nous allons juste déposer le moteur sur le sous-châssis. Et pour ce faire, eh bien, il y a des fils et des trucs de partout. C'est assez difficile de travailler sur l'Audi. Parce que tout est en plastique. Cette partie est en plastique. Tout est en plastique, donc c'est génial. Le travail se poursuit sur l'Audi. Et plus nous travaillons sur cette voiture, plus nous réalisons que nous n'aurions jamais dû commencer à travailler dessus. Tout est tellement serré et compact qu'il est impossible de faire de la mécanique. Ok, la conduite d'essence est déconnectée, mais l'essence pourrait jouer un rôle assez important. Même si beaucoup de gens ont considéré qu'il fallait faire un remap sur la voiture, il est peu probable que ce soit le remap, il est plus probable que ce soit le carburant. La voiture a été modifiée pour n'utiliser que du carburant 99 RON qu'on peut se procurer au Royaume-Uni. C'est du bon carburant. En Californie, on ne peut pas obtenir ce carburant. Si vous vous souvenez de la dernière vidéo, la voiture fonctionnait très bien jusqu'à ce que je décide de mettre du carburant à 91 octanes, l'équivalent du carburant britannique à 95 RON. Malheureusement, je m'en étais pas rendu compte parce qu'en Californie, vous ne pouvez obtenir que du 91. C'est un problème lié à leurs émissions. Donc, permettez-moi de vous expliquer ce que cela impliquerait. Plus l'indice d'octane du carburant est élevé, plus la pression qu'il peut supporter avant de s'enflammer dans le cylindre est importante. Le mélange air-carburant dans le cylindre n'est censé s'enflammer que lorsque la bougie d'allumage produit une étincelle, c'est-à-dire lorsque le piston est en fin de course. Vous obtenez ainsi une puissance maximale.
Maintenant que j'ai modifié la voiture, nous ajoutons effectivement plus d'air dans le cylindre pour obtenir une plus grande explosion, ce qui se traduit par plus de puissance. Mais une plus grande quantité d'air comprimé entraîne également une augmentation de la chaleur. Ainsi, après le remap, le piston monte sur sa course de compression et comprime plus d'air. Et si nous avions du carburant à faible indice d'octane, cela pourrait provoquer une auto-inflammation. Dans ce cas, une partie du mélange air-carburant s'enflamme déjà avant que le piston n'atteigne le haut du cylindre. Et si cela continue, cela pourrait provoquer beaucoup de chaleur dans ce cylindre. Ce qui pourrait expliquer pourquoi l'extrémité de ma bougie est brûlée. C'est précisément la raison pour laquelle les voitures ne sont pas remodelées en usine, pour s'adapter à tous les types de carburant et d'altitude dans le monde. Il y a un autre boulon là-haut quelque part. C'est un excellent angle de vue. Avec cet angle, tu peux voir jusqu'au haut. Tu peux voir mon cerveau sous cet angle. Commençons maintenant à déconnecter tout ce qui relie le moteur au châssis de la voiture. Maintenant, nous défaisons ces deux boulons au lieu de ce boulon ici, ce qui serait plus facile à défaire, et ensuite on pourra baisser le tout. Mais ce boulon, si vous connaissez un peu les Audi, c'est le diable en personne. Il s'agit d'un boulon en acier qui s'insère dans un boîtier en aluminium, ce qui provoque la corrosion de l'ensemble. Mais qu'il est plus probable que ce boulon soit grippé. Et nous ne voulons pas avoir affaire à des boulons grippés. C'est pourquoi on installe ces boulons à l'arrière, ce qui devrait permettre de tout baisser. Mon père desserre le boulon du support supérieur, ce qui devrait permettre d'abaisser un peu plus la jambe de force, pour que je puisse retirer les bras de suspension supérieurs. Une fois les bras de suspension enlevés, je vais retirer l'étrier de frein et l'attacher au châssis de la voiture. Je n'aurai donc pas besoin de vidanger le liquide de frein. Ok, tout est déconnecté. Il est temps de défaire les boulons qui maintiennent la boîte de vitesse et le sous-châssis au châssis de la voiture. Ensuite, on descendra le tout en un seul morceau et on pourra enfin comprendre ce qui a bien pu se passer avec ce moteur. C'est parti. La dernière chose connectée, en dehors du sous-châssis, est la crémaillère de direction à la colonne de direction, juste ici. Colonne de direction connectée, déconnectée de la crémaillère de direction. Il est temps de sortir les moteurs. Nous allons déconnecter les derniers boulons du sous-châssis et on va utiliser ça pour sortir le moteur et la boîte de vitesse en un seul bloc en espérant que ça fonctionne. Mais ce moteur est une monstruosité. Nous y voilà. Je vais faire glisser cette transpalette sous le châssis et retirer les derniers boulons du cadre auxiliaire. Le moteur est alors posé sur le transpalette. Oh! Oh! Oui! Il va s'abaisser. Si! Un grand moment, les gars. Ça a l'air positif. Les choses se présentent bien. Ouais. Ouais, c'est bien. Hey! Si! Le moteur et cette monstruosité de boîte de vitesse sont hors de la RS6. Cette chose est énorme. Bon, il faut maintenant trouver ce qui n'a pas fonctionné dans ce moteur en le démontant. Mais je n'ai pas été... J'ai été un peu sournois avec vous tout au long de cette vidéo et certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, mais certains ne l'ont peut-être pas. Tout au long de cette vidéo, j'ai alterné avec ce t-shirt noir quart vertical et ce t-shirt gris. Parfois, en pleine conversation. L'un d'entre vous l'a-t-il remarqué? Si oui, combien de fois? Il s'agit d'une petite chose qui a échappé à certains d'entre vous. Mais qu'en est-il s'il s'agissait de quelque chose d'important qui vous a échappé, comme l'historique d'une voiture au moment de l'acheter? Heureusement, vous ne devez pas compter sur vous-même pour cela, car vous pouvez compter sur Car Vertical. Regardez ce que Car Vertical dit de mon Audi RS6. Après avoir entré le numéro VIN, j'ai pu constater que la voiture n'avait jamais été volée, qu'il n'y avait pas eu de fraude au kilométrage, qu'il n'y avait pas de crédit en cours, mais que bien sûr, elle avait été impliquée dans un accident. Je peux voir des graphiques de kilométrage complet, je peux voir quand la voiture a eu un accident, et je peux également voir une chronologie complète de la voiture. Si votre voiture a été vendue aux enchères sur un site de vente aux enchères de voitures accidentées, il est probable que Car Vertical vous montre les photos de la vente aux enchères, comme ici. Ce que vous êtes en train de voir à l'écran en ce moment. Vous ne voulez pas ça? Vous ne voulez pas ça. Pour vérifier votre voiture, celle d'un ami ou celle que vous êtes sur le point d'acheter, cliquez sur le lien dans la description. En fait, faites-le après cette vidéo. Cliquez sur le lien dans la description et allez vérifier votre voiture. Vérifiez s'il n'y a pas d'histoire cachée que vous ne connaissez peut-être pas. Merci, Car Vertical.
Plus de tour de passe-passe maintenant, je reste dans le même t-shirt. Les turbos sont bons. Il n'y a pas de jeu dans l'arbre du turbo. Il s'agit d'une monstruosité de moteur V8 4 litres twin turbo. Et il y a tellement de pièces dessus, c'est absurde. Tout ce que nous voulons faire, c'est retirer la tête d'un côté pour découvrir exactement ce qui a mal tourné. Je pense que les dommages sont principalement causés de ce côté. Je vais donc attaquer ce côté en premier, retirer la culasse et voir si les pistons sont en bon état. Je voudrais vraiment savoir pourquoi il y a de l'eau là-dedans. Si c'est possible de le réparer, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas génial. Nous avons pour mission de démonter la culasse et il y a tant de choses à déconnecter. Regarde là-dedans. Regarde-moi toute cette eau. Oh là là. Tu vois? Ouais. Et le fait est que si c'était le joint de culasse, il serait normalement peut-être cassé d'un seul côté. Mais là, il s'agit des deux côtés, et la seule chose qui relie ces deux côtés est le refroidisseur de charge, qui se trouvait ici. Nous avons continué à démonter le moteur, cette fois pour vérifier la pièce qui, selon Audi, devait faire l'objet d'un rappel. Maintenant, on sait que cette voiture n'a pas fait l'objet d'un rappel. Mais il manquait un boulon, ce qui nous fait penser qu'il pourrait y avoir eu un rappel, parce qu'il n'y a aucune raison de laisser un boulon dehors à moins que tout n'ait été enlevé. Et le rappel concernait une gaz à huile qui se trouve juste ici. Je devrais pouvoir la sortir. Mais il n'y a pas eu de rappel. Voici donc la gaz. Il s'agit d'une minuscule gaz microscopique qui laisse passer l'huile et les déchets, mais Audi les a rendues trop petites, alors qu'elles provoquaient des blocages. Et si vous n'avez pas changé d'huile, et si vous n'avez pas suivi votre programme d'entretien, vos turbos explosent. Mais celui-là semble assez clair, et il n'y a pas de déchets dedans, mais le deuxième n'a pas eu de rappel, parce que cela aurait été plus important. Beaucoup de gens les enlèvent tout simplement. Il n'y a donc pas eu de rappel et les turbos sont en bon état. Notre recherche se poursuit. Notre mission reste toujours sans réponse. Mais peut-être une fois que nous aurons enlevé cette culasse, nous obtiendrons probablement la réponse que nous attendons tous. Pourquoi ce moteur est-il grippé? Il y avait une quantité incroyable de boulons, de fils et de tuyaux à débrancher. Mais nous avons fini par y arriver. Ouais, on dirait un océan là-dedans. Le joint de culasse n'a pas sauté. C'est positif. Mais alors pourquoi il y a de l'eau dans la tête? Celui-ci est définitivement brûlé. Oh! Ouais. Oh, j'ai trouvé le problème. D'accord. J'ai trouvé le problème. Laisse-moi jeter un coup d'œil en dessous pour regarder sous la tête. Oh, le cylindre n'a pas l'air bien. C'est pas bon signe. Voyons voir. Oh! Quelque chose s'est glissé là-dedans. Ouais. Laissez-moi vous montrer le problème. Vous savez que les manches de cylindre sont censées être belles et rondes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non! Moteur très, très mauvais. Il y a un énorme trou dans ce manchon qui est dû à la pré-détonation. Il fait beaucoup trop chaud là-dedans. Et tout ce que nous devons remercier pour cela, c'est le carburant californien. Parce que nous avons mis du 91. En fait, c'est pas la Californie. Mais si, c'est la Californie. Et aussi parce que le fait que je suis un idiot. Il n'y a aucun moyen que ça se produise. Oh là là. Oh! Oh mon Dieu. Oh! C'est tout. C'est tout? C'est bloqué? Jetons un coup d'œil. Donc ces trous ici sont comme des enveloppes d'eau. Ça permet de faire passer le liquide de refroidissement, qui maintient le cylindre au frais, afin qu'il ne devienne pas trop chaud. Mais c'est devenu beaucoup trop chaud. Et il a en fait brûlé un trou à travers celui-ci, jusqu'à la chemise d'eau réelle. Ce qui explique pourquoi l'eau est venue jusqu'ici, et même... Tu penses qu'il est juste en train de souffler à nouveau? Juste en train de souffler à nouveau, je sais pas pourquoi... Il serait pas passé par la soupape d'admission, n'est-ce pas? Puis dans tous les autres cylindres et partout. Ouais. Voici donc la source de l'eau. On a trouvé la source du Nil. A.K.A. le fleuve de la RS6. La morale de l'histoire, c'est que si vous réglez votre voiture, mettez du bon carburant. Ouais. Sinon, voilà ce qui se passe. Ouais. Moteur très mauvais. Ça va coûter tellement cher. Oh... Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Je vous rappelle juste que on n'a pas construit ce moteur, c'est Audi qui l'a fait. Je suis ravi d'être sur votre...
Sur votre blog. You're like a drug that I just can't deny, giving me the best high.